Donc on va travailler sur le sujet évaluer la pertinence des actes. Donc ce que je vous propose pour démarrer quand même, c'est qu'on se fasse un tour de table. Parce qu'on voit bien que la pertinence, Guy nous en a donné une définition, mais en préparant la table ronde, on s'est rendu compte que quand même, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot pertinence dans nos activités? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par se faire un tour de table. L'idée, c'est de se faire des questions courtes, réponses courtes. Elisabeth, la pertinence des actes, c'est quoi pour toi? D'abord, je trouve trop limitatif de parler de pertinence des actes, parce que ça a été un petit peu ce qui est transparu à travers les tables rondes précédentes, c'est qu'effectivement, on se focalise sur les boîtes de médicaments, on se focalise sur des actes, et je pense que ça permet de mettre sous le tapis les vrais sujets qui sont plus larges et qui sont des pertinences de parcours. Mais j'ajouterais simplement une chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par Guy et qui a été issu de la définition par ChatGPT, c'est qu'il y a deux choses qui sont absentes et que j'ai trouvé insuffisamment évoquées. C'est le fait d'abord qu'il y a les patients et qu'aujourd'hui, dans la pertinence des parcours, des actes, des interventions, il est impératif d'y associer le patient qui est concerné. Je ne l'ai pas beaucoup entendu et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et la deuxième chose, c'est comme ça qu'on se fait des applaudissements faciles. Désolé. Bon, et la deuxième chose... fait de la politique avant ? De quoi? Du théâtre, oui, du théâtre. Et la deuxième chose, c'est également un élément important, c'est la collégialité. C'est qu'aujourd'hui, la pertinence, on ne peut pas la mesurer simplement en étant face à soi-même, face à son nombril dans son bureau. Et je pense qu'effectivement, la pertinence, c'est savoir confronter son point de vue à celui d'autres confrères qui vont éventuellement amener à le corriger, mais de toute façon, à faire en sorte que ça soit la vraie du pertinence. collectif avec les patients. Paul, président syndicat médecine générale. Collège de la médecine générale. Collège. Oui, alors moi je distinguerai la pertinence des actes de la pertinence de la qualité des résultats, de la qualité des actes eux-mêmes, de leur procédure, et je la centrerai vraiment sur la qualité du choix des actes. Et ce qui veut dire donc que la pertinence des actes, c'est pas une obéissance, c'est pas un suivi de procédure bête et méchant, mais vraiment il y a nécessité d'avoir un choix pour le praticien et en contexte de pouvoir réaliser le choix juste. Alors on pense spontanément à une pertinence d'un point de vue scientifique, par rapport aux résultats qu'on peut en attendre par rapport aux données de la science. Mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas oublier trois autres perspectives. La perspective du plateau technique, humain, les compétences et des ressources économiques à disposition. La perspective sociétale, avec le cadre éthique et réglementaire. Et puis la perspective du patient. Le patient venant bien souvent avec des attentes qui sont plus seulement d'être guéri ou d'aller mieux, mais avec des attentes qui sont informés et qui sont je souhaiterais avoir tel examen ou tel traitement pour pouvoir guérir, pour pouvoir aller mieux. Et donc la pertinence doit s'exprimer selon ces quatre perspectives. Je mettrais peut-être aussi deux valences. Spontanément, on a souvent la valence d'un acte pertinent juste, c'est un acte qu'on peut justifier, qu'on peut défendre de manière logique par rapport à la science, par rapport à un cadre. Mais il y a aussi, je pense, dans la pertinence, une dimension d'intelligibilité. Il faut qu'un acte pertinent, c'est un acte qui peut s'inscrire dans un récit de vie, dans un parcours de soins, qui soit crédible vis-à-vis du patient et vis-à-vis du soignant. Je pense qu'on oublie souvent cette dimension-là de la pertinence et pourtant elle est extrêmement importante si on veut ne serait-ce optimiser l'observance, le suivi des actes qui sont décidés. Donc ça veut dire partager. Partager. Alexandre, tu diriges l'association française des urologues. Et est-ce que tu as la même remarque? Comment tu vois les choses par rapport notamment à la réaction? La pertinence des soins, pour moi, c'est l'excellence. C'est tirer le niveau vers le haut pour que chaque patient puisse avoir, au bon moment, le bon traitement, avec, si possible, le moins d'effets secondaires possible. Donc l'Association française d'urologie, comme toutes les sociétés savantes, ont un rôle majeur à jouer avec la publication des recommandations de bonnes pratiques, de bonne utilisation des médicaments, de bonne utilisation du bloc opératoire. Et derrière, il faudra que ce soit évalué. Et là encore, les sociétés savantes auront leur mot à jouer, puisque, en décrivant les recommandations, ils pourront aussi juger, entre guillemets, la personne ou les établissements par rapport aux recommandations qui sont mises en place. Donc vraiment, on est à fond dans la pertinence. On pense vraiment que la pertinence doit être associée à l'excellence et que l'objectif, c'est de faire monter le niveau. Et j'ajoute, puisque
faut quand Parce même que faire où est-ce interagir que tu la mets le salle. patient? Je vois qu'il Voilà. faut retourner dans le patient. Voilà. Et dans l'Association française d'urologie, on a inclus les patients dans les recommandations. Ce qu'avait fait l'Angleterre, ce qu'ont pas encore fait toutes les associations, mais nous, c'était un point clé de la mandature que j'ai commencé avec. L'excellence, mais avec les patients et pour les patients. Absolument. Oui, Patrick. Donc, Pertinence, c'est la justesse du raisonnement, c'est la pertinence de l'utilisation du référentiel pour qu'on aille vers la qualité. D'accord ? Mais la pertinence, elle a quand même évolué depuis des années où nous, on a commencé il y a 30 ans, où c'était la pertinence de l'acte et non pas la pertinence de la prise en charge et de l'ensemble du parcours. Et en fait, il y a eu de multiples évolutions. On est passé de la maladie aiguë à la maladie chronique. Les territoires sont différents. L'innovation, les thérapeutiques. Et puis, il y a une chose dont on parle de plus en plus maintenant, c'est les patients. Et c'est quand même relativement... Ça tombe bien, quand même. Ça tombe bien. Oui, mais rappelle-toi, je pense qu'on l'a beaucoup oublié. Et même encore aujourd'hui, on l'oublie. Et les situations sont particulières. On ne traitera probablement pas de la même façon un patient qui est âgé, qui a un handicap. Et d'ailleurs, notre vision même personnelle du handicap est probablement... On y reviendra, mais c'est un sujet, bien sûr. La pertinence peut dépendre également de la vision que l'on a de l'autre. Exactement. Ouais. Et ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte et qui est indispensable aujourd'hui si, en plus, on veut que le patient, effectivement, collabore. Et puis, il y a un problème collectif. La problématique collective, c'est la soutenabilité aussi, parce que la pertinence, ce que j'ai entendu sur les 2 tables rondes précédentes, je pense qu'on a peut-être des notions un peu différentes de la pertinence. Mais rien que... Enfin, on retrouve des points communs, mais on voit bien qu'effectivement, ça mérite à un moment donné de se poser et de se dire qu'est-ce que l'on entend par pertinence et quels sont ces acteurs de la pertinence. On a la chance d'avoir Stéphanie qui travaille en Allemagne à l'équivalent de la HAS. Donc, merci d'être venue. Merci de nous donner un éclairage à la fois de ce que vous entendez par la pertinence et puis de nous dire un peu comment c'est organisé en Allemagne, parce que ça nous donne toujours un peu de hauteur et ça nous permet de réfléchir. Thank you for having me here. It's a great pleasure. C'est un plaisir d'être là et je suis très, très enthousiaste. Il faut que je baisse ça, voilà. Je m'entends. Alors, ma perspective sur la pertinence, je vais essayer d'être assez courte. Tout d'abord, pendant ma thèse, j'ai parlé de la pertinence dans les essais cliniques. Et le point important que j'ai retenu, c'est le mot allemand, relevance, pertinence, vient en latin, qui veut dire qui est d'équilibrer les choses, de mesurer, de peser les choses. Et donc c'est pas forcément... il faut gérer des choses différentes, séparées. C'est peser les choses. Il s'agit de peser différentes choses. C'est pas une définition, mais c'est l'évaluer. C'est d'avoir en tête toujours différentes choses, perspectives, différentes approches. Et il faut peser les choses, les unes contre les autres. Quand on veut décider quelque chose, si c'est pertinent ou pas, il faut toujours tenir en compte différents éléments, différentes choses. Et en venant de l'Allemagne, je travaille pour l'assurance maladie allemande. Il faut que j'ajoute, citer que la loi allemande, déjà, donc dans le droit civil allemand, qui gère tout, donc sur l'assurance de qualité des services de santé, et je cite, tous les services doivent être suffisants, appropriés, pertinents et économiques. Et avec ces mots-clés, ces buzzwords, on voit un peu la perspective qui y a derrière, la pertinence. Et donc la dernière citation sur la pertinence, je suis d'accord que la pertinence du patient a une importance importante et que c'est eux qu'on essaie de soigner. Et donc peser les choses les unes contre les autres, ça signifie, quand on fait des rapports sur les avantages, de regarder uniquement sur la pertinence, en regardant
en ce qui concerne le sapien. Et donc, quand on regarde les autorités de santé et toutes les décisions pour avoir des autorisations de mise sur le marché, des médicaments. Et donc, voilà, c'est l'emphase, c'est l'insistance de mon côté d'avoir des bonnes informations, de peser les choses. L'information doit être pertinente pour le patient. Merci beaucoup. C'est très intéressant parce que on est en train de remettre effectivement toute cette réflexion du patient, qui est quand même un sujet absolument majeur finalement. Et ça pose la question, parce que vous l'avez évoqué les uns et les autres, vous avez évoqué différents mots. Je me suis amusé quand même à regarder les synonymes de pertinence. Quand vous regardez, et dans les synonymes, vous avez utilisé les mots, mais je vous l'ai dit parce que ça m'a vraiment interrogé dans ma pratique également. Je suis chirurgien. Les mots, c'est approprié, j'ai trouvé approprié, juste, fondé, discernement, convenable. Enfin, on voit bien que c'est quand même tout un champ. Le discernement égale forcément le questionnement et la réflexion collective. Donc, je voudrais qu'on continue à creuser un peu, parce qu'on a beaucoup parlé de l'individu, du patient, et de voir un peu la hiérarchie. Parce que quand on parle d'individu, ça veut dire donc que la pertinence, si elle dépend de l'individu, elle dépend complètement d'une dimension holistique en fait de la personne. C'est-à-dire qu'on prend en compte non plus sa situation sanitaire, mais sa situation sociale au sens large du terme. Ou est-ce que, enfin, pour toi, la pertinence, elle se cantonne, et je commence par Patrick, mais vous réagissez les uns les autres, par rapport à l'individu dans sa situation de santé? Oui, mais je te fais réagir. Tu veux commencer? Oui, je veux bien réagir. Oui, attends, mais attends, juste avant, parce que c'est vraiment Philippe, ce point. Je veux bien réagir, mais j'ai pas l'impression qu'on soit là à passer notre bac et à plancher sur un sujet de philosophie. Moi, à la limite, pertinence, que ça soit convenable, etc. Tout ça, oui, d'accord. Mais la pertinence, derrière, on en fait quoi? C'est-à-dire que l'on a le patient, on a la science, on a effectivement tout ce que l'on dit. Ah oui, mais je vais te bousiller ta table ronde, je te l'avais dit. Oui. Et donc, derrière, il y a des choix. Je suis orthopédiste quand même. Mais il y a des choix. Il y a des choix. Et tout à l'heure, Jean-Carl Grelier était là. Il y a des choix politiques à faire. N'oublions pas qu'avant que ne soient constituées les lois de financement, c'est pas des choix politiques. Les lois non, mais pas simplement. Mais Elisabeth, tu ne peux pas dire des choses. Tu as des pertinences. Il faut, à partir de là, qu'il y ait des éléments scientifiques qui soient faits. On est en train, et ça a été un tout petit peu le cas avec la DSS, avec la CNAM, j'ai un peu l'impression que la pertinence, elle est regardée sous l'angle simplement financier. C'est pas ça, la pertinence. Attends, Patrick, c'est pas ce qu'on a dit. Mais c'est pas ce que vous avez dit. C'est ce qui a été dit dans la table ronde précédente. Oui, mais en fait, elle voulait faire passer un message à la table ronde précédente. Non, mais ce sujet... Voilà. Donc, est-ce que c'est bien entendu la table ronde? Répète-le en une phrase que tu veux dire pour la table ronde. Je veux simplement dire que la pertinence, elle ne se lit pas simplement sous l'angle financier, et que ce n'est pas le financier qui doit donner la direction. Il doit y avoir en amont des réflexions, des travaux sur la pertinence, des choix qui sont faits, et la soutenabilité financière, effectivement, elle est établie sur cette base. Je voudrais revenir, parce que tu m'as envoyé balader quand je disais la dimension holistique. Entre le sanitaire, ce n'est pas un sujet philosophique, c'est quand même un sujet de nos pratiques. C'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un qui a un pied de travers, j'ai une façon de lui remettre le pied à plat, mais c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son environnement? Patrick? Je pense qu'effectivement, la question, elle est là. Et je pense qu'on n'a pas assez demandé à la population et à des groupes de population ce qui était pour eux la pertinence. Est-ce que la pertinence, en fonction du milieu social, socio-économique, est identique? Eh bien, non. Et quels doivent être demain les éléments ou les outils qui vont nous permettre d'accéder à cette réflexion dans notre réflexion quotidienne et dans le colloque singulier. Parce que c'est, entre guillemets, c'est quand même le colloque singulier qui, aujourd'hui, alors singulier... Qui peut être collectif. Collectif. Pourquoi? Parce que qui connaît mieux le domicile que l'infirmière ou, la chadée. T'as bien fait de prononcer. J'ai bien fait. Non, mais c'est pour ça que je voulais que tu m'invites. Non, mais ça, c'est tchèque. C'est bon. Et donc, on s'aperçoit, en plus de l'évolution des métiers, dans chaque métier, il y a une volonté des métiers d'augmenter leurs compétences et de la prise en charge des patients. Et ça sert à ça. D'accord, pour répondre aux patients. Ouais. Ça va être compliqué de descendre à l'échelon du patient pour avoir sa satisfaction et dire mais c'est tout à fait.
Je pense qu'il y aura d'autres indicateurs qui nous permettront de voir, entre guillemets, les déviants, parce que globalement, les médecins, ils font un travail remarquable, et il y a en effet quelques patients, quelques médecins qui ont des pratiques un petit peu particulières ou qui n'ont pas la bonne indication, là encore, pour le bon patient au bon moment. Et c'est ça ce qu'il va falloir rechercher. Mais qui peuvent faire un acte de qualité. C'est-à-dire qu'on est bien sur deux sujets. Il y a une table ronde après sur la qualité, on est bien d'accord. Tu peux faire un très bon acte, mais qui ne soit pas pertinent. Absolument. Est-ce que je t'ai coupé, excuse-moi, mais je voulais juste préciser. Non, merci. Oui. Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Vas-y, Stéphanie. Ah non, pardon, j'ai coupé Stéphanie. Vas-y, Stéphanie. Je pense qu'il y a une perspective très, très spécifique. En Allemagne, donc il se responsable de regarder à des évaluations des avantages de procédure. On fait des rapports pour décider, donc un comité fédéral, pour décider qu'est-ce qui est remboursé. Donc c'est une section où il faut parler de pertinence. Et puis on a une autre partie donc, sur l'assurance de qualité sur le terrain, en pratique. Et on a différents instituts scientifiques pour cela. Et donc ce que je voulais dire, le point que je voulais faire, en Allemagne, on a un comité qui s'autogère, qui gère sur les hôpitaux et l'utilisation des fonds et qui décide ce qui va être intégré dans le catalogue de procédures, d'actes médicaux et ce qui est remboursé. Et on a deux instituts scientifiques, les QUIC, l'Institut pour la qualité et l'efficacité dans le système de santé, et les QUTIC, l'Institut pour l'assurance de qualité et de transparence. Et ce second institut regarde les indicateurs de qualité pour donner des avis sur la qualité, sur l'assurance de qualité, les garanties de qualité, un peu comme la haute autorité de santé. Je crois que l'autorité de santé fait les deux. Nous, on a ces deux entités. Une entité qui fait les rapports sur les avantages, et donc c'est des études cliniques et des tests cliniques, et on essaie d'en venir aux faits sur les avantages aux patients, et l'autre institut. Donc mon expertise, c'est les QUIC, pas les QUTIC, pas l'Institut sur la garantie de qualité. Les QUTIC a été fondé 10 ans après les QUIC. Nous, on a 20 ans. Eux, ils ont 10 ans. Et les QUTIC n'est pas très connu. Les QUIC, un peu plus. Donc, on travaille ensemble avec la autorité de santé. Et puis, on a un projet au niveau européen. Mais les QUTIC n'est pas très connu. Même en Allemagne, n'est pas très connu. Et la qualité, les indicateurs de qualité qu'ils offrent, qu'ils proposent au comité, de mon point de vue, personnellement, c'est un travail très laborieux de l'installer, de la mettre en place. Il y a beaucoup de résistance pour tenir compte de ces indicateurs. Ce comité n'est peut-être pas le meilleur comité pour travailler sur ces sujets. Et aujourd'hui, et on a un problème de data, un problème de données. Et on revient à ce qu'on évoquait dans la dernière table ronde, il y a une résistance sur la qualité. Et donc finalement, l'approche par la pertinence, à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas une approche qui n'a pas plus de sens et sur lequel on est capable d'embarquer de façon plus importante la communauté des soignants au sens large, parce qu'on l'a fait forcément avec les patients. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas opposer les regards, ils sont complémentaires. Maintenant, on ne peut plus exercer en tant que professionnel seul dans son coin. On sait qu'on exerce en pluriprofessionnalité. Du point de vue de l'évaluation de la pertinence, c'est la même chose. Il y a un regard méta qui est nécessaire, mais qui ne peut pas faire l'économie du regard qu'il y a dans le huis clos des cabinets, dans le huis clos de la relation médecin-patient. Et il faut marcher sur ces deux pieds-là et avoir un dialogue, je pense, entre ces deux pieds-là. Et puis sur ce qui est on parlait de satisfaction patient, je pense qu'on a aussi un besoin, du coup, pour le regard très colloque singulier, on a un besoin que cette évaluation de la pertinence ne se fasse pas au doigt mouillé, soit pas dans l'émotion, soit pas dans la satisfaction, cocher une case, une petite échelle de Likert, mais vraiment suivre une méthode. Voilà. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des outils pour faciliter cette évaluation sur le point de vue huis clos des cabinets. Qu'est-ce que vous mettez comme outil au niveau de l'AFU, au niveau des urologues, pour les aider dans cette démarche
pour construire cette pertinence avec le patient et au sein de l'équipe? Bon, on a bien sûr toutes les recommandations qu'on diffuse largement. On a bien sûr des comités de formation et des congrès de formation pour réévaluer les pratiques. Et puis, on a des enquêtes par rapport à l'intégration des recommandations dans nos pratiques. Après, évaluer la pertinence des soins, c'est plus complexe. Parce que si on part de l'échelle du patient, est-ce qu'il est satisfait, jusqu'à le payeur, finalement, la CNAM qui dit bah, vous avez dépensé correctement pour cette pathologie, c'est super large. Et actuellement, on n'a pas d'outil qui nous permet de faire ce grand éventail. Donc il va falloir quand même qu'on choisisse certains indicateurs en disant, bon, voilà, si vous faites cet acte avec un certain taux de complications, avec des patients qui sortent rapidement de l'hôpital, etc., c'est que globalement, la prise en charge est correcte. Mais je suis complètement d'accord, il faut absolument intégrer deux autres éléments. C'est la satisfaction à l'échelon individuel, et ça va être compliqué à aller chercher, et deux, le payeur. Oui. Mais parce que là, tu évoques finalement le parcours, ça rejoint ce que tu voulais, Elisabeth, en préparant. On voit bien que le thème, c'est l'évaluation de la pertinence de l'acte. Ouais. Et finalement, est-ce que c'est un acte ou est-ce que c'est finalement cet accompagnement du patient pendant... donc à quel niveau on doit mettre cette réflexion de la pertinence pour que ce soit efficace et qu'on arrive à ce moment-là à avancer collectivement? Alors, moi je crois qu'effectivement, mais y compris nous-mêmes, on le voit bien dans notre raisonnement, d'abord parce qu'on s'appesantit sur quelque chose que l'on connaît et que quelque part, dans sa pratique médicale, professionnelle, s'interroger, c'est déjà bien, mais on a un petit peu tendance à s'enfermer dans ce domaine. Alors que je pense qu'aujourd'hui, il faut raisonner plus large. Et c'est vrai que on blaguait sur le fait que Patrick ait prononcé le mot HAD, mais au-delà de l'hospitalisation à domicile, la place aujourd'hui du recours aux différentes formes de soins, aux différentes offres de soins, à la place qui peut être celle de l'ambulatoire, celle de l'hospitalisation à domicile, celle de l'hébergement hospitalier. Nous aurons toujours de plus en plus besoin de l'hôpital dans sa définition le plus large, mais est-ce que nous avons autant besoin que de cela de l'hébergement hospitalier? Et c'est cette idée du juste parcours pour un patient, pour une prise en charge, dans un contexte, on l'a dit et on le répétera, qui est qu'aujourd'hui, nous sommes devant des situations bien moins simples qu'elles n'étaient dans le passé. Aujourd'hui, je vais devoir traiter un patient pour un problème urologique, mais ce patient, il a des séquelles d'un accident vasculaire, il a une maladie chronique X, il a une probabilité de faire un autre truc Y, et si on ne s'inscrit pas dans une démarche qui est une démarche assez large, on ne prendra pas les bonnes décisions. Et est-ce que, bien évidemment, avec dessous parce qu'il faut mettre un peu d'humour sur ces sujets un peu graves, je pense que tu as totalement raison de différencier pertinence et qualité, parce que bien évidemment, quand aujourd'hui nous travaillons avec Unicancer pour se dire qu'un certain nombre de patients qui sont en hospitalisation de jour pourraient basculer en hospitalisation à domicile pour la chimiothérapie à domicile, il n'est bien évidemment pas du tout question de poser la question de la qualité. Même peut-être que si on va sur la qualité, on se dira presque que c'est peut-être mieux quand même que de rester en hospitalisation de jour plutôt que d'aller en hospitalisation à domicile. Mais sur la pertinence, pris dans un sens plus large, y compris avec ce point de vue du patient, y compris dans un contexte d'un regard plus large pris sur ce patient dans l'ensemble de son parcours, sur les éléments de territoire. Est-ce qu'effectivement, quand on est à Nantes et faire déplacer une personne 10 minutes, c'est pas catastrophique, mais lui faire 1h30 de voiture, attendre 2 heures, repartir et bousiller une journée, ça pose question. Donc je crois qu'effectivement, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on tourne un tout petit peu en rond les uns ou les autres, et il faut bien le reconnaître, on est dans un jeu de rôle. Thomas Fatome, quand tout à l'heure il dit qu'il se sent seul sur ces sujets de pertinence, non, il ne se sent pas seul. Il n'a qu'à dire les courriers que je lui envoie, et qu'effectivement... Ça, c'était le deuxième message. Et qui sont effectivement... Merci. Franck Van Lennep aussi peut lire. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est ça. C'est arrêtons. On est dans un jeu de rôle. On est dans un jeu de rôle et les uns ou les autres, on se dit finalement pertinent. Non, la pertinence, effectivement, c'est un sujet trop sérieux pour qu'on le galvaude. Il ne peut pas être regardé simplement à l'aune financière. C'est un élément important et je pense que la façon dont on est en train de l'aborder me paraît plus positive que ce que de temps en temps nous entendons sur ce sujet. Oui, moi, je pense que les outils informatiques vont nous aider à évaluer la pertinence. Donc on a comment on peut évaluer la pertinence? On y reviendra. Avant de comment, je pose la question de qui. Est-ce que tu vois, le comment va être un outil, mais le qui me paraît plus important. Mais je voudrais juste, parce que finalement, on voit quand même dans cette première partie
qu'à vous écouter, la pertinence de l'évaluation de l'acte, c'est bien, mais ce qui compte, c'est finalement ce parcours ou cet acte dans cette globalité. On voit bien qu'en plus, on a une pertinence qui doit, et tu l'as très bien dit, être à la fois dans la dimension holistique de l'individu, mais forcément avec une réflexion de pertinence sociétale. Parce qu'en préparant, on se disait, mais il y a peut-être des actes, il y a des choses non pertinentes du vieux de 95 ans qui voudrait avoir quelque chose d'incroyable, mais sociétalement, ce n'est pas forcément pertinent. Oui. C'est pour ça que je pense que la réflexion populationnelle et la responsabilité populationnelle du soignant demain est importante. Alors après, c'est comment on la construit. Et comment, c'est pour ça qu'on en parlait en amont tout à l'heure, c'est le rôle du médecin généraliste demain. Est-ce que ça ne sera pas cette responsabilité populationnelle pour la prise en charge d'un patient X, Y, dans son contexte, qui fait qu'il va, ou l'équipe va l'adresser plus particulièrement à tel ou tel spécialiste pour une prise en charge. Entre guillemets, la qualité, elle est intrinsèquement attachée au métier. D'accord ? Donc il n'y a pas. Alors après, il faut de la formation, il faut de l'éducation, il faut demain, nous l'espérons, la certification et pas la recertification, puisque jusqu'à présent on n'a pas été certifié, me semble-t-il. Et donc il faut s'engager dans cette évaluation et cette évaluation quotidienne. Après, je pense que c'est à construire ensemble. Voilà. Stéphanie, puis je te redonne la parole et on travaille un peu sur qui doit évaluer. Parce qu'on voit bien un peu ce cadrage un peu général, mais une fois qu'on a dit ça, on se dit qu'il va falloir se dire qui va évaluer. Donc Stéphanie, allez-y, réagissez, puis commencez sur ce qui doit évaluer. J'ai juste quelques questions. Vous avez parlé de l'apprentissage, la formation. Je voulais savoir quelle est votre expérience sur les lignes directrices cliniques. On a la responsabilité d'aider les spécialistes à l'EQUIC pour les rédiger. Et en Allemagne, il semble que les spécialistes eux-mêmes n'ont pas le temps et l'expertise scientifique pour rédiger ces lignes directrices, ces lignes de conduite, et pour justement élever le niveau de la qualité. Oui, qui commence? Emmanuel, Alexandre, vas-y. Alors, oui, c'est très important qu'on ait des recommandations claires, et elles sont largement diffusées, et les médecins doivent vraiment se les approprier. Donc on les garde en langue française, on a aussi des versions en langue anglaise pour diffuser aussi le savoir-faire français, mais globalement, à l'échelon des médecins, on doit vraiment rester collé aux recommandations. Et l'évolution de la médecine est telle que les recommandations qui étaient updatées et mises à jour il y a 10 ans, tous les 5 ans, maintenant on les met à jour tous les ans. D'accord ? Et on vérifie par des interactions, par des questionnaires que les médecins, en tout cas dans notre association, que c'est bien appris et que c'est mis en place. Je crois que c'est quand même pas... L'urologie est peut-être particulière, mais ce n'est pas ce qui se fait dans toutes les spécialités. C'est effectivement le temps médical, le temps de la formation, et aujourd'hui, très clairement, beaucoup de nos collègues et de nos confrères ont peu de temps à se former. Globalement, on connaît à peu près les chiffres. Je ne voudrais pas les rappeler, mais c'est éventuellement 30-40% de nos collègues qui continuent à se former de façon annuelle. D'accord ? Et donc, c'est très faible. Et je pense que au moins, du moins nous l'espérons, la certification demain est un élément qui est un élément structurel de la qualité des prises en charge des patients demain, ou au moins de l'acte. Je te donne la parole tout de suite. Mais là, on parle d'impertinence. Vous parlez beaucoup des docteurs, mais on vient de parler de collectif. Donc, on est bien d'accord que la réflexion de la pertinence, c'est l'ensemble des professionnels de santé qui sont sur une thématique. Et donc, quand on parle de formation, c'est bien pour le docteur, mais si on ne fait pas de façon collective sur ces évolutions, ça ne marchera pas. Donc on a bien même à repenser également la façon avec laquelle on accompagne le collectif dans son progrès et ses adaptations à la science. Ça commence à l'université.
Oui, sur les actions, les leviers disponibles pour améliorer cette pertinence, effectivement, on parle recommandation, c'est un incontournable, on parle formation, mais je crois qu'il y avait un papier de l'IRDES il y a quelques années de ça qui avait essayé de faire la synthèse des différents leviers disponibles, qui montrait que chacun avait quand même un petit peu de ses propres limites. Les incitations financières, ça l'a montré aussi avec la ROSP, les actions ciblées. Moi, je crois beaucoup au levier de la mise en place d'outils efficaces. Voilà. Aujourd'hui, on est dans des métiers qui sont tous en tension et aujourd'hui, l'accès aux recommandations, on ne va pas, en tant que praticien, aller lire l'ensemble d'une recommandation à chaque fois qu'il en sort une. C'est très compliqué d'exiger ça et on a besoin d'accéder au moment où on a besoin à la recommandation. Enfin, il y a beaucoup d'outils à mettre en place pour permettre d'améliorer cette pertinence. Alors après, pour qui doit évaluer. Alors, qui doit évaluer? Effectivement, c'est... Parce que, juste pour qu'on soit bien d'accord, parce qu'on dit on a des recommandations par rapport à un acte ou une situation, mais ça, c'est une vision analytique, entre guillemets. Ce n'est pas une vision holistique. Et donc, pour le cancer de la prostate, tu as une façon de le traiter, qui, lui, est dans une dimension holistique. Et donc, c'est tout le sujet de cette recommandation dans cette dimension holistique, et qui donc pose la question de qui doit évaluer. Ben, je pense qu'avant tout, il faut accepter que vouloir évaluer la pertinence, c'est un peu comme vouloir évaluer le bonheur, quoi. On va forcément y aller par un petit bout de la lorgnette et effectivement, quelque part, peut-être la solution, elle sera dans la croisée des regards. Donc oui, il y a besoin d'une évaluation communautaire, sociétale, et qui doit être portée par une instance indépendante. C'est la Haute Autorité de Santé aujourd'hui, je crois, qui est la mieux placée par rapport à ça. Et puis, il y a besoin aussi d'un regard et d'une évaluation plus locale, plus proche. On a des méthodes qui existent de DPC sur les revues de pertinence, des choses comme ça. Et il y a sûrement, là, je reviens encore dessus, beaucoup d'outils à développer pour améliorer ça. Et alors, le langage principal qui doit faire la référence pour évaluer, forcément, on pense à la science. Et je crois que là aussi, il y a beaucoup de choses à améliorer sur le contenu de nos recommandations, la manière dont la science est présente dans nos recommandations. Déjà, qu'est-ce que tu entends exactement par là? Je pense qu'on fait une erreur depuis de nombreuses années qui est de considérer que la science est une vérité et pas un argument. Et du coup, on a dans des recommandations la vérité qui est présentée, alors c'est le consensus, on va dire, mais une vérité. Et on sent qu'il y a une barrière aujourd'hui à s'autoriser, à proposer dans les recommandations plusieurs manières de faire. Pourtant, et il faut quand même le constater, on met de côté tout ce qui est les brigands ou les gens qui n'ont pas la compétence d'évaluer la littérature scientifique, mais on peut quand même clairement constater que sur un état de la science, on peut avoir des interprétations différentes par des personnes compétentes, voilà, en toute bonne foi aujourd'hui. Et pourquoi? Est-ce que, je vais prendre l'exemple de l'électrocardiogramme dans le certificat de sport. On a les cardiologues qui disent, vu l'état de la science, on devrait faire un électrocardiogramme tous les 3 ans, puis tous les 5 ans, dans tel tranche d'âge. Les généralistes qui ont un regard en disant oui, mais dans la balance, il y a une augmentation potentielle du risque cardiovasculaire à ceux à qui on va interdire le sport, etc. Ces deux interprétations de données de la science, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, dans une recommandation, dire il y a 2 lectures. On ne fait pas au milieu, en mixant un peu ou n'importe comment. Avec le patient, on choisit entre ces 2 lectures. Ça, c'est bien avec le patient. Bien sûr, oui. Après, et du coup, il faut exposer le pour et le contre, le pourquoi de chaque option. Après, il y a un autre aspect de la science et des recommandations. Je pense qu'on a énormément de scotomes dans les données scientifiques. On parle des parcours. Longtemps, l'adressage, en tant que médecin généraliste, on nous dit, vous adressez quand vous ne savez pas faire. Voilà. Historiquement, c'était ça. C'est quand vous n'êtes pas compétent, vous adressez, vous passez la main. On a besoin de sciences qui disent non, ce n'est pas un aveu d'échec que d'adresser vers un confrère. C'est plus parce que c'est nécessaire, parce que c'est le rôle du confrère. Et du coup, on a besoin d'avoir de la science dans ces parcours de soins. On a besoin d'avoir de la science sur toute la dimension prise en charge sociale, les accidents du travail. Il n'y a quand même pas beaucoup de choses aujourd'hui
il y a beaucoup de manque de données de la science là-dessus. Puis on a besoin de science aussi. On parlait du gaspillage tout à l'heure. On sent que souvent, dans la notion de gaspillage, la notion de surconsommation, je pense qu'il y a aussi un gaspillage par omission, y compris dans les arrêts de travail ou en laissant faire. Il y a un rôle en tant que médecin traitant d'être à l'initiative dans la prévention, parce que sinon, si on laisse filer des choses, et ben après on ramasse les pots cassés et c'est encore plus coûteux pour la société. Et du coup, on a besoin aussi d'avoir de la science sur tout ce côté initiative du médecin dans la prévention. Donc une science de questionnement, une science d'éclairage, mais pas une science de dictat, si je comprends bien. Oui, Elisabeth. Moi, ça me frappe le nombre de fois où en quelques secondes, vous avez prononcé le mot science. Voilà. Je suis désolée de le dire, mais tout simplement parce que je me demande si l'utilisation du mot n'est pas parfois un alibi. Et moi, mais par contre, vous vous êtes corrigé vous-même parce qu'à un moment, vous avez dit qu'effectivement, il fallait éventuellement pouvoir avoir 2 types de solutions. Ça veut donc dire que la science, vous la contextualisez. Et je pense qu'en réalité, que c'est un peu ce que l'on dit déjà depuis un petit moment, et donc finalement d'une autre façon, mais je me répète, mais je vais répondre à ta question sur le qui, c'est que précisément, il faut avoir cet élément qui est un élément précis à un moment, le contextualiser, et je crois que dans le qui, c'est qu'il est impératif que les professionnels élargis, pas simplement médecins autocentrés, mais élargis, puissent être des éléments de cette évaluation après. Et c'est vrai que dans un certain nombre de spécialités, pour des pratiques, les sociétés savantes sont des éléments extrêmement importants pour montrer une direction. J'ai presque tendance à dire plutôt ça, montrer une direction. Et moi, après, derrière, j'ai envie qu'au niveau plus territorial, et c'est quand même aussi peut-être un peu l'enjeu des CPTS, de faire en sorte que collectivement, les pratiques, les démarches soient mieux contextualisées, parce qu'elles le seront au moins territorialement, et qu'il y ait cette approche d'échange et de se dire, ben oui, la donnée de la science voudrait qu'on aille plutôt dans cette direction-là, mais parce qu'on va la contextualiser, comme tu l'as dit, il a 95 ans et pas 47, on va plutôt faire ça que ça. Et c'est là, si vous voulez, où je trouve qu'aujourd'hui, on ne se pose pas suffisamment les questions des organisations, que effectivement les uns ou les autres, et y compris, je suis désolé de le dire, les organismes payeurs, et quand je dis ça, c'est dans le sens le plus large, ne regardent trop à travers le filtre de simplement du coût. Mais si c'est ça, bon sang de bois, faisons en sorte de moins avoir, je le répète, recours à l'hôpital. Pourquoi est-ce que des médecins contrôleurs vont venir demain, qui n'ont pour un certain nombre, malheureusement générationnellement c'est le cas, jamais exercé la médecine, vont venir me dire ah ça, ce patient-là, alors il a 85 ans, il a ceci, cela, etc. C'est pas de l'hospitalisation à domicile. C'est pas de l'hospitalisation à domicile parce qu'on ne peut pas le coter dans les bons registres du PMSI. Pourquoi est-ce qu'on va venir me dire ça et que dans le même temps, on va se dire, s'il n'est pas en HAD, il est où? Ah ben il sera à l'hôpital. Et on ne se pose pas là la question parce que c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Non, on ne peut plus raisonner de cette façon-là. Donc ça veut dire que, par exemple, ce qu'on nous présentait à la table ronde précédente sur cette approche populationnelle et finalement cette réflexion de la pertinence dans des approches populationnelles territoriales est probablement une piste sur laquelle on a besoin de travailler collectivement. Probablement, puisque sur le plan territorial, ça allie l'ensemble des acteurs et quand même l'acteur principal dont on parle assez peu, le patient. Voilà. Non, mais on en parle beaucoup. C'est parfois un gêneur. Hein, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est souvent d'ailleurs un gêneur au bout du compte. Il faut arrêter. Non, mais à un moment, il faut que la société dise, c'est elle qui décide. C'est pas le politique non plus. C'est quand même une réflexion sociétale que nous devons avoir. Donc, à un moment, il faut aussi lui demander. Oh, je vais faire de la provoque. Sur le plan gynécologique, la pertinence des prises en charge des accouchements, c'est de faire le moins possible de césariennes. Est-ce qu'on a demandé aux femmes de savoir si elles voulaient des césariennes ou si elles voulaient accoucher de façon traditionnelle? Moi, il ne me semble pas. Et la pertinence, elle est où? Parce que je pense que la pertinence, pour certaines, peut-être, nous dirait c'est ça. Et donc, c'est un choix. Et est-ce que ce choix sociétal est soutenable pour le collectif? Parce qu'à un moment, il y a la soutenabilité qui est importante. Donc, alors je voudrais dire que je n'ai pas voulu aller sur le même registre
qu'Elisabeth, parce qu'il y a quand même la convention demain et il faut bien que je discute aussi. Tu m'avais bien dit que c'était moi qui devais le dire. Voilà. Et donc, pour nous aider, donc on voit bien que cette évaluation, les acteurs, elle est complexe. On voit bien qu'il y a une place des patients. On voit bien qu'il y a une place du collectif des professionnels, et ce n'est pas le docteur dans son coin. L'avis de l'aide-soignante, de l'infirmière, c'est comment ce collectif il est capable. Et on a cette réflexion d'évaluation de la pertinence sociétale par les organismes. Finalement, c'est un éclairage. Quelle est la place des datas? Parce que tu évoquais le fait que les datas demain... Alors, on voit bien les datas sur la qualité. On se dit, on est capable, j'opère des prothèses. Est-ce qu'elles suppurent tous ou elles ne suppurent pas tous? Enfin, bon. Non, mais par contre, sur la pertinence, est-ce qu'on pense que demain, les datas vont être un des outils de notre éclairage pour pouvoir se poser les questions, pour pouvoir évaluer la pertinence, ou est-ce que ce sera plutôt un moyen qui nous permettra collectivement de construire notre pertinence? J'en suis persuadé. Actuellement, les data et les big data sont accessibles pour avoir des réponses simples, c'est-à-dire taux de complications, durée de séjour, etc. Demain, elles seront liées avec les comptes rendus anatopathologistes, elles seront liées avec d'autres indicateurs qui nous permettront encore plus d'évaluer la pertinence des soins. Et on développe actuellement au sein de l'Association française d'urologie, mais il y a d'autres aussi spécialités qui le développent, des applications qui vont être liées à ces bases de données. C'est-à-dire qu'un patient va être opéré, on va lui remettre une application qui va permettre non seulement de suivre le patient dans les jours qui suivent son intervention chirurgicale ou un début de traitement, et donc avoir sa propre perception, mais finalement, il pourra aussi dire ce que lui en pense. Donc, on va avoir toutes ces énormes bases de données à gérer qui nous donneront encore plus d'informations par rapport à la pertinence des soins. Oui. Sur les datas. So my opinion. Oui. Alors, mon opinion sur les données. Et comment c'est utilisé en Allemagne pour vous aider? I think the last, Je pense que les 2 dernières heures, il y a eu des comparaisons entre la France, qui est peut-être pas bonne en utilisation de données, et d'autres pays qui seraient meilleurs. On n'a pas entendu parler de l'Allemagne, donc on a un énorme problème avec les données en Allemagne, avec la digitalisation. À ce moment, on n'a pas de données sur les soins de routine qui peuvent être opérationnels. Ça dépend de quoi on parle. On a préparé un rapport sur comment générer des données des soins de routine pour évaluer les avantages de soins. Et on devrait avoir des registres parce que toutes les autres sources de données ne sont pas utilisables. On ne peut pas les fusionner, il manque des données, la qualité des données est très très faible. Et donc les registres pourraient nous aider. Et on a des données de qualité qui ne sont pas très, très bonnes. Vous avez mentionné la science, beaucoup. De mon point de vue, la science devrait gérer les données et arriver à des conclusions, à des informations, pour donner l'information aux décideurs. Ce n'est pas la science qui dit « vous devez faire ça ». Non, c'est présenter les données qui soient d'une certaine manière pour que les gens puissent décider et agir sur les données et avoir une meilleure compréhension. Et donc c'est une partie de la science qui doit préparer les données, qu'elles soient compréhensibles et intelligibles. Et donc on a des projets là-dessus. Et il y a beaucoup d'aspects où la science est nécessaire, je suis d'accord avec ça. Mais sur les données, c'est l'histoire de big data. De mon point de vue, on serait content si on avait la transparence des données de l'industrie qui pourrait mesurer la qualité sur les évaluations de qualité. Et on lutte déjà là-dessus. Oui. Bon, l'Allemagne a quand même une petite marge d'avance par rapport à la France parce qu'ils ont compris depuis longtemps qu'il fallait centraliser les soins. Et en particulier pour la chirurgie, vous savez que les soins, les grosses chirurgies sont réalisées que dans certains centres. Et ils ont éliminé tous les petits centres. On en parlait en introduction. It's such a debate. We have these volume outcome reports. C'est tout un débat. Effectivement, en Allemagne. Juste avant, on a contourné un peu ces règles. On les a encore maintenant. On a une loi maintenant pour garder ce système. Et pour avoir ces échelons de volume, c'est la politique. C'est la politique. Et c'est un problème en Allemagne. On a un système, une structure fédérale. Et donc, tous les lenders, l'État doit gérer ses propres hôpitaux. Parce que finalement, on arrive au point important, qui est finalement, on a toutes ces datas, on sait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui n'est pas bien fait.
mais il va falloir à l'étape d'après, ça doit être une décision politique pour dire on rassemble les chirurgies sur certains ans. Ces médecins-là, ils sont un petit peu borderline, il va falloir les arrêter. Et là, le Conseil de Rhodes aura aussi... Mais ça, c'est la table ronde d'après, c'est la qualité. C'est pas la pertinence. La pertinence, on voit bien qu'on y met une dimension qui pourrait être très éthique, philosophique, mais en tout cas qui est beaucoup plus... Qui brasse beaucoup plus large et qui brasse l'individu, en fait. Et la société et l'individu. Sur les bases de données, je pense que l'arrivée de toutes les bases de rendez-vous en ligne, la numérisation des rendez-vous, des adressages, est un gisement de pertinence, pour le coup, des actes d'adressage gigantesques. Et j'espère qu'on pourra vraiment en bénéficier pour améliorer nos prises en charge. Parce que vraiment, jusqu'ici, il n'y avait qu'une vision remboursement. Et on a besoin de l'organisation de ces données. On ne les fusionne pas, on ne les croise pas. On peut les croiser avec ce qu'il y a dans les données des dossiers médicaux, de qui a pris le rendez-vous, est-ce que c'est le patient, etc. La priorisation des adressages, c'est un enjeu majeur, je pense, de qualité des soins. Et il nous reste... oui, vas-y. Non, juste simplement, la data, il faut aussi que l'utilisation de cette data redescende sur le terrain. Complètement. D'accord ? Et aujourd'hui, on en est quand même assez loin. Et d'ailleurs, les professionnels ont du mal à les colliger parce que simplement, ils n'y voient pas d'intérêt. Alors moi, j'y vois un intérêt, mais je pense qu'il y a une table ronde qui parlera de l'IA. Je pense que l'IA, dans notre prise en charge quotidienne, peut nous aider à tout ça. Faut simplement, pour prolonger ce que dit Patrick, c'est que je pense qu'il faut arrêter que la redescente des données ne se fasse que sous un angle punitif. C'est-à-dire que l'usage qui est fait, il n'est pas suffisamment extrait pour être positif, si bien que la façon dont on le traite, c'est punitif. Donc, si c'est punitif, je suis rebelle à regarder et à tirer le son. Mais si on revoit un peu la discussion qu'on vient d'avoir, à partir du moment où on parle de ce collectif, finalement, on construit une décision collectivement avec un patient, les données doivent nous aider plutôt dans le questionnement, dans nos questionnements de nos pratiques, doivent nous donner des idées, et je pense que demain, l'IA... sur une situation, quelles sont les solutions thérapeutiques. Je fais beaucoup de consultations pluridisciplinaires. Finalement, c'est quoi la force? C'est que pour un patient, il y a une solution. Et finalement, c'est une solution. C'est comment je vais chercher la pertinence. C'est-à-dire comment je vais construire la décision. C'est ça, finalement. Peut-être que les data, c'est ces data qui nous permettent d'éclairer les différentes solutions. Juste qui veut conclure sur un mot, c'est que la pertinence, c'est aujourd'hui, mais on se dit comment est la pertinence demain. C'est-à-dire que les actes qu'on prend aujourd'hui, notre pertinence d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne remet pas en cause éventuellement un choix thérapeutique dans 10 ans? Non, mais quelle est cette dynamique? C'est une vraie question. Enfin, je veux dire, de temps en temps, on prend des actes, on se dit, mais dans la science, dans 10 ans, est-ce qu'on ne fait pas prendre un risque ou perdre une chance et on regrettera dans 10 ans? Plus réactif, donc ça sera intégré. Je crois beaucoup à l'intelligence artificielle par rapport aux énormes bases de données qu'on a déjà, avec les applications qui permettront de mettre vraiment les patients au cœur du débat. Ça, c'est extrêmement important. Oui. Moi, simplement une chose, c'est que je crois qu'effectivement, on maîtrisera mieux les choses, et notamment ce sujet de la pertinence. Si c'est pris sous l'angle de la confrontation, s'il y a de l'humilité et s'il y a de l'humanité. Oui, l'objectif, c'est de monter vers le haut et aller vers l'excellence. Nous n'avons aucune certitude aujourd'hui, donc on verra bien, on va évaluer. Et je pense que le mot, c'est aussi évaluer. Et du discernement, un des synonymes. Eh bien, écoutez, voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup.